Bienvenue pour ce 14e numéro de Bienvenue à la Comfi. On va parler de plusieurs sujets et bien évidemment on va commencer par la question des 49.3, la question du budget, qui aura eu une particularité cette année. Non seulement ça a été évidemment une répétition de 49.3, ce qui permet, je vous le rappelle, au gouvernement de passer en force sans avoir à voter à l'Assemblée nationale le budget, ce qui est quand même théoriquement une des prérogatives les plus importantes de l'Assemblée nationale. Mais en plus de ça, on n'aura jamais aussi peu débattu du budget, en tout cas en séance. C'est-à-dire que non seulement le gouvernement passe en force, mais il se débrouille maintenant pour limiter véritablement les débats à leur plus simple effet. Donc c'est un problème démocratique, c'est aussi un problème qui relativise finalement l'Assemblée nationale, met une distance toujours plus grande entre les Français et l'Assemblée nationale, et tout simplement pour une bonne raison, c'est que ce gouvernement sait qu'il est obligé de passer en force parce que minoritaire. Et il passe en force de la manière la pire qui soit, une fois de plus, puisque non seulement il rétablit la plupart du temps son budget tel qu'il était avant le vote en commission, c'est-à-dire qu'il ne tient même pas compte des amendements très majoritaires en commission, mais en plus de ça, à certains moments, il réintègre des amendements qui n'ont jamais été débattus nulle part, parce qu'il sait que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, ils n'auraient pas été majoritaires. Je pense par exemple à un amendement absolument incroyable, qui est le fait d'essayer d'organiser une espèce de zone franche pour attirer les fédérations internationales sportives, en l'occurrence c'est la FIFA de foot, c'est-à-dire en termes de défiscalisation, aussi bien de l'association en tant que telle, mais aussi des salariés qui y travaillent, des exonérations des cotisations, etc. Donc c'est une véritable zone franche qui sidère assez. L'argument utilisé, c'est le fait que c'est intéressant pour la France d'attirer des fédérations aussi prestigieuses, mais à ce compte-là, on pourra dupliquer cette explication pour absolument toutes les sociétés, dire bah voilà, un siège de grande société, c'est intéressant de l'avoir. Donc, on leur fait pas payer d'impôts. Vous voyez où on en arrive. Donc, je voulais dénoncer particulièrement cet article et dénoncer évidemment cette modalité de faire passer des budgets de cette manière-là. Budgets dont je rappelle qu'ils étaient minoritaires au Sénat, mais aussi en commission des finances, parce que c'est le seul endroit où on a pu voter. J'en suis au moins fier. On a réussi à débattre de tout le budget en commission des finances. Et le dernier vote qui s'est déroulé ce mercredi, eh bien le budget a été écrasé. Donc ce budget, quand on vote, il ne passe pas. Ce 49.3, c'est évidemment une vision très autoritaire, très opposée à la démocratie parlementaire, empruntée par cet exécutif. Mais depuis mercredi, il y a évidemment un autre thème, c'est la question de la loi immigration, dont vous savez qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, contrairement à ce que dit le gouvernement, grâce aux voix du Rassemblement national. Voilà, parce que le Rassemblement national a trouvé que ce texte était tellement inspiré par ces thèses qu'évidemment, il a voté pour. Et si le Rassemblement national avait voté contre, eh bien, ce texte ne passait pas. Donc c'est bien en tenant compte des voix du Rassemblement national que la majorité, entre guillemets, a eu une majorité sur ce texte, puisque 25% des membres de la majorité, eux, par contre, ont refusé de voter ce texte. Donc, ce qui est bien la crise dans la majorité. Premier constat, on a maintenant aujourd'hui un gouvernement qui, pour essayer de continuer à avancer, qui a essayé d'avoir une majorité sur cette proposition de loi, n'hésite pas à finalement appliquer le programme de l'extrême droite. La préférence nationale, la question de la remise en question du droit du sol, la question de la déchéance nationale, la question des cautions payées qu'on demande aux étudiants étrangers pour pouvoir étudier en France. Tout ça, c'est des choses inspirées par le programme du Rassemblement national. Et comme déjà la première mouture de la loi était dramatique, notamment parce que en réalité, elle donnait la supériorité aux décisions administratives sur les décisions de justice de façon à être plus expéditive sur l'éloignement, notamment parce qu'en réalité, elle éloignait toujours plus le statut de migrant de la carte de séjour pour 10 ans qui était avant la base, j'allais dire, d'existence des étrangers dans ce pays. Il y avait déjà évidemment des mesures qui considéraient, pour aller vite, que l'immigration était un problème et que ce problème, eh bien, il fallait appliquer des mesures toujours plus sécuritaires, des mesures toujours plus répressives, des mesures toujours plus discriminatoires. C'était déjà ça, mais là, avec la mouture telle qu'elle a été votée, je vous dis, on vire carrément à l'extrême droite. Et ça me fait dire quelque chose de plus global, c'est que finalement, ce gouvernement illustre un peu la manière dont beaucoup de régimes néolibéraux continuent à gouverner dans ce monde. C'est-à-dire parfois même d'ailleurs sans avoir recours à des organisations d'extrême droite classiques, traditionnelles. On fait un programme d'extrême droite,
sans avoir recours à des formes militantes d'extrême droite. Ça a été vrai de M. Orban, ça a été vrai de M. Bolsonaro, c'est vrai aussi du nouveau président argentin, d'ailleurs, dont je note que M. Macron l'a félicité. On a des formes de néolibéralisme qui empruntent des visions toujours plus autoritaires de leur gouvernance, toujours plus discriminatoires, et qui empruntent finalement à l'extrême droite toute son idéologie pour continuer. C'est pour cela qu'ils sont conçus à appliquer des politiques néolibérales. Et les politiques néolibérales, c'est en gros de favoriser toujours plus les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. C'est ça le fond de la question. Donc voilà où on en est. Évidemment, tout ça les éloigne des principes républicains, ce qui est quand même assez paradoxal pour ceux qui, il y a quelque temps, s'arrogeaient le droit de décider qui était républicain ou pas. Eh bien, hier, le gouvernement de Mme Borne a rompu avec les principes républicains, ceux de notre République, liberté, égalité, fraternité, et divers autres principes qui théoriquement faisaient un petit peu jusqu'à maintenant le lien, la base d'accord minimal entre les partis dits démocratiques. Hier, il y a une rupture, le bloc bourgeois a rejoint de manière définitive une vision d'extrême droite dans cette société, et en plus de ça, a signé autre chose. Je suis persuadé que hier, le macronisme a signé sa prochaine défaite au 2027, quel que soit son candidat, tout simplement parce qu'il ne pourra plus prétendre faire barrage à l'extrême droite pour essayer de rassembler dans le deuxième tour. Et donc ça veut dire aussi que ça reporte la responsabilité sur la gauche, sur un programme de rupture, pour être cette alternative, la seule alternative possible pour faire désormais barrage à l'extrême droite. Voilà ce que je tire un peu comme conclusion de ce qui vient de se passer. Et tout ça, je l'expliquerai demain dans la motion de censure que je défendrai au nom du groupe France Insoumise, une motion de censure qui a été proposée par tous les partis de la NUPES. Autre sujet, évidemment, c'est toujours la Palestine, c'est toujours le conflit israélo-palestinien. Vous le savez, on en est à plus de 18 000 morts. Aujourd'hui, du côté palestinien, il y a aussi des otages qui ont été tués, y compris des otages qui ont été tués par Tsahal, qui ont subi finalement le sort des civils palestiniens qui sont tués par les bombardements israéliens. Il y a eu aussi cet agent de la diplomatie française qui est mort et à qui j'ai rendu hommage hier dans une question au gouvernement. Et maintenant, la question qui est posée, c'est plus seulement de demander le cessez-le-feu. Ça, on peut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement français est sur cette base, ce qui est déjà un progrès, mais il faut voir comment on l'applique. Et c'est pour ça que nous demandons des sanctions contre Israël aujourd'hui, des sanctions économiques. Et c'est pour ça aussi que nous demandons la reconnaissance par la France de l'État palestinien, qui permettrait aussi, par exemple, de demander à l'ONU de mettre une force d'interposition dans cette région du monde, ce qui évidemment nécessite aussi le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Dans n'importe quel autre endroit du monde, quand il y a un risque génocidaire, c'est les propos de l'ONU, quand vous avez un nettoyage ethnique comme celui en cours, eh bien, on met des forces d'interposition de l'ONU. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose pour la Palestine vis-à-vis d'Israël. Enfin, dernier sujet que je voulais évoquer avant ces fêtes de fin d'année, c'est la deuxième édition des rencontres nationales des quartiers populaires que j'initie à Épinay-sur-Seine, dans ma circonscription, à l'espace Louis Lumière, le 13 janvier, samedi 13 janvier, retenez bien la date, de 10h à 19h. Cette deuxième édition, succède à une première édition qui avait eu lieu en 2018, et il s'agit, j'allais dire, pour notre sensibilité, de rassembler des habitants des quartiers populaires, des militants des quartiers populaires pour réfléchir sur les problématiques, surtout après une année, évidemment, qui a été riche en événements, notamment avec toutes les révoltes qui ont eu lieu après la mort de Naël, et auxquelles le gouvernement n'a répondu que par des solutions, entre guillemets, sécuritaires. Rien sur les questions de logement, qui est une bombe sociale dans les quartiers, rien sur les questions de pouvoir d'achat, rien sur les questions de l'absence de services publics, rien sur la question des violences policières, ni même aussi des autres violences. Je pense aux violences de RICS, et violences issues des différents trafics. Rien non plus sur comment les habitants des quartiers populaires peuvent reprendre le contrôle sur leur vie, les questions de démocratie dans les quartiers. Voilà, toutes choses dont nous allons parler le 13 janvier. Donc je vous invite à venir très nombreux, vous qui vivez dans le quartier populaire. Beaucoup de quartiers populaires, vous le savez, dans ma circonscription, et c'est quelque chose auquel je veux continuer à attacher mon action de député. Donc rendez-vous le 13 janvier, espace Lumière, pour les rencontres nationales des quartiers populaires. Et en attendant le 13 janvier, eh bien, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir à tout le monde.